Alors, chers amis, on est prêts pour notre prochaine conférence. Tout se passe bien pour vous jusqu'à maintenant? All right. Notre prochaine conférence, on a le plaisir d'accueillir le vice-président du Centre opérationnel pour le rayonnement des expertises chez Transition Service Conseil. Il va vous embarquer dans un voyage entre le cinéma et la transformation agile avec sa conférence qui se nomme « Comment le cinéma me permet d'inspirer mon coaching agile ». Je vous demande d'accueillir chaleureusement notre prochain conférencier, Mathieu Vernet. Hey. Eh bien, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais, je suis content de vous voir. Il y a des têtes que je connais hein, depuis quelques temps là, avec l'Agile Tour. Vous êtes venus pour comment le cinéma inspire mon coaching agile. Coaching transformationnel, quand même. J'ai longtemps réfléchi un petit peu sur ce que je pouvais vous proposer, en définitive, avec ça. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on ouvre un petit peu ensemble une fenêtre hein, sur une forme de leadership inspirant. C'est qu'on puisse se mettre en avant sur un certain regard sur la transformation, en définitive. Et puis, si possible, je vais revenir en arrière, et puis, si possible, avec beaucoup d'humilité, en fait, hein, approcher des clés de compréhension sociologique sur nos relations et les relations que vous avez dans vos organisations. Je m'appelle Mathieu Vernet, je suis coach agile et je vous embarque sur comment le cinéma inspire mon coaching. J'aurais pu tomber dans la facilité, en définitive, et j'aurais pu être le Steve du boulot à l'italienne. Je crois que c'est comme ça hein, qu'on appelle en québécois boulot à l'italienne, braquage à l'italienne. Steve, dans Braquage à l'italienne, je vous refais un peu le contexte là, du film. Okay, c'est une équipe de braqueurs qui, au départ, essaye de voler des lingots d'or à Venise. Steve trahit toute son équipe. D'accord ? C'est pas ça le plus important chez Steve. C'est que Steve s'accapare en définitive tous les rêves des gens de son équipe. Il les interroge et au fil des discussions, il dit quoi? Il dit moi, mon rêve, un de ses copains, joué par Jason Statham, dit ça serait d'avoir la dernière voiture. OK. Et puis Steve, en ayant récupéré les lingots d'or, il va acheter la nouvelle voiture. Steve, il s'accapare le rêve d'un autre membre de l'équipe. Il s'accapare quoi? Il s'accapare la dernière enceinte audio, d'accord, qu'il va mettre dans sa maison. OK. J'aurais pu faire le braqueur et j'aurais pu vous parler de choses connues déjà dans l'écosystème. Il y a pas mal de choses qui ont été faites sur les 10 leçons de management portées par Dumbledore. Allez les voir, c'est très intéressant. Okay. Il y a pas mal de choses qui ont été dites sur le rôle en définitive de Brad Pitt, ce coach dans le film Le Stratège, hein, notamment sur cette innovation frugale et répondre à la problématique par la frugalité. Une œuvre magistrale, magnifique, légendaire, 12 hommes en colère, le jury 8, joué par Henry Fonda. Tout a été dit là-dessus. Je ne vais pas prendre ce chemin. Je vais vous parler d'autre chose. Mais d'abord, j'ai à vous avertir. Cette conférence contient des gisements de plaisir. Faites attention, le plaisir est contagieux. Les épileptiques, vous êtes en sécurité. Pendant les 50 prochaines minutes, il ne vous arrivera rien. Donc, tranquille. OK ? Toute ressemblance avec des situations connues, d'accord, ou vécues, ne seront pas que pure fiction. Sachez-le. Et enfin, et là, les gens vont dire « punaise, il a bossé », notamment ceux qui me connaissent, il n'y aura ni sexe, ni violence, ni langage grossier, et bien trop peu d'alcool. Ça marche ? Première référence inspirante, potentiellement. Pirates des Caraïbes, 5 opus de 2003 à 2017. Il y en a un 6e peut-être qui va sortir. Ce n'est pas le film en lui-même qui nous intéresse, c'est son personnage phare et joué par Johnny Depp, qui est Jack Sparrow, le fameux capitaine Jack Sparrow. Jack Sparrow, en fait, c'est mon philosophe préféré, voilà, clairement. Hein, j'aurais pu vous citer Mintzberg,
Ouais, j'aurais pu vous citer Carl Jung, pourquoi pas. J'aurais pu vous citer Edgar Morin. Ben, aujourd'hui, on va essayer de s'attacher à notre capitaine Jack Sparrow. Alors, que dit Jack? Bien trop peu d'alcool. Hein. Si tu bois du rhum le matin, tu n'es pas un alcoolique. Tu es un pirate, en définitive. Qu'est-ce qui se cache derrière cette citation incroyable? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Une analogie. On met en relation deux choses, ok, potentiellement opposées, pour exprimer une thématique. Ce qui nous intéresse derrière cette analogie, c'est plutôt la voltige qui est faite, en définitive. D'accord? J'appelle ça la voltige analogique. Vous pouvez aller chercher sur Internet, ça n'existe pas. On vient d'inventer un concept et ça sera peut-être une innovation plus tard. Ok? Cette voltige analogique, en tant que coach agile, en tant que Scrum Master, en tant que leader facilitateur transformationnel, utilisez-la, travaillez-la, et le cinéma est là pour vous aider avec ça. Pourquoi? Elle permet de dédramatiser certaines situations. On va le voir après. Elle permet de désarçonner un interlocuteur. On a toujours été dans des conversations, dans des dialogues, d'accord, et on va le voir un peu plus en détail après, où la tension peut monter. Ou alors, la personne essaye de prendre le dessus avec un leadership négatif dans une réunion. On va voir comment on peut désarçonner cet interlocuteur. Et puis, ça permet aussi de désengager l'escalade négative. Alors, premier exemple, et là on fait toujours référence au cinéma, Beaumarchais l'Insolent, sorti dans les salles en 1996, petite pépite sur la voltige analogique. Le personnage est joué par Fabrice Lucchini, et à un moment, il y a une scène, d'accord, où il dédramatise la situation vis-à-vis de sa servante. Et oui, quel est l'essentiel pour la servante? C'est que son seigneur, entre guillemets, Beaumarchais, d'accord, soit dans le confort le plus total. Et Beaumarchais est pressé et il s'en va. Et là, la servante, « Mais monsieur, vous n'avez pas dîné ?» Eh bien, je souperai 2 fois. Voltige analogique. On dédramatise la situation, d'accord, avec la voltige analogique. Ok? Je vais reprendre un exemple. Tu sais, Mathieu, dans notre organisation, c'est plus difficile qu'ailleurs. Hein. Les gens sont résistants au changement. Ouais, bah alors, on a tous à aller se prendre dans ce cas-là. C'est foutu. Hein. On creuse notre tombe. D'accord? Voltige analogique. OK? Utilisez la voltige analogique pour dédramatiser des situations. Deuxième exemple, toujours dans les romans de KPDP, on reste là-dedans, Cyrano de Bergerac, Gérard Depardieu, et là on va rentrer dans la plus grande voltige analogique du siècle, en définitive avec la tirade d'aînés, d'accord? Le vicomte de Valvert veut, avec un leadership assez négatif, montrer qu'il peut désarçonner Cyrano. Et il dit, en définitive, au comte de Guiche, « Ah, vous allez voir, je vais lui lancer un de ses traits. » Et il arrive en disant, « Vous avez un nez très grand. » Et là, Cyrano lui répond tout simplement, « Trait, c'est tout ?»« Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait bien dire des choses, en somme. » Et là, Gérard Depardieu, sur l'inspiration d'Edmond Rostand, balance sa tirade d'aîné. Une voltige analogique encore d'un personnage qui pourrait être un coach inspirant. Se désengager d'une joute relationnelle négative. Yves Doutre-Lune y emploie plutôt la logique du tennis relationnel, en définitive. Alors, je ne sais pas si vous savez, je reviens sur mon Jack Sparrow quand même, hein, notamment dans la relation qu'il peut avoir avec ses ennemis. Là, c'est Barbosa. Il y en a d'autres. Je pense à Salazar, je pense à Jones, hein, qui a une tête de poulpe. Voilà. Les relations, en général, fonctionnent par pair. Et dans nos relations, on s'envoie des coups symétriques ou des coups complémentaires. Les coups symétriques, d'accord, il va y avoir un jeu de miroir avec ces coups-là.
On va prendre un exemple. Aujourd'hui, j'attaque ton pays, tu me lances des missiles. Tu me lances des missiles, j'envoie des gens avec des téléphones équipés d'explosifs. Le Proche-Orient est un parfait exemple de l'escalade négative avec des coups symétriques. Et puis, il y a un deuxième type de coups, les coups complémentaires. Alors là, c'est un peu plus facile. Les enfants salissent la maison, les parents ramassent. D'accord ? Les enfants ont des mauvaises notes, on les dispute. Là, on a des coups complémentaires. Dans les deux cas, c'est inévitable, en définitive, c'est l'escalade négative. On a de la chance, on peut s'en sortir. Comment ? Changer quelque chose dans la relation. Utiliser la voltige analogique, par exemple. Voilà. Ça permet de se désengager des coups symétriques et des coups complémentaires, tout simplement. Donc ça, c'est le premier apprentissage de Jack Sparrow, en définitive, qui met en avant l'utilisation de la voltige analogique, et le cinéma nous aide, en définitive, à guérir notre voltige analogique. Deuxième aspect de Jack, et deuxième apprentissage, et là vous allez voir qu'il va y avoir un vrai fil conducteur, décaler le regard. Souvent, on a affaire à des managers, des gestionnaires, des directeurs. Je ne comprends pas, l'agilité, ça ne fonctionne pas. Et là, Jack, il nous dit quoi? Il nous dit, le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est notre attitude face au problème. L'agilité, c'est une attitude. Ce n'est pas une méthodologie qu'on va mettre en place. C'est quelque chose qui n'a pas de frontières. Alors, dans ce cas-là, si on décale le regard, qu'est-ce qu'on peut dire? Ne demande pas « puis-je utiliser agile ?», mais plutôt « comment pourrais-je agir de manière agile ici ?» On décale le regard par rapport à la situation. Coach, Scrum Master, agiliste, leader transformationnel, demain matin dans vos organisations ou après-demain matin dans vos organisations, si vous avez pris un billet de 2 jours, posez-vous cette question-là. Comment je peux agir de manière agile ici? Troisième apprentissage de mon philosophe préféré, Jack Sparrow. D'accord ? Les seules règles qui comptent vraiment sont celles-ci. Ce qu'un homme peut faire et ce qu'un homme ne peut pas faire. Quand j'accompagne mes équipes ou quand j'accompagne des dirigeants dans les organisations, je leur dis souvent, on reconnaît un homme et une femme à ses actes. Pourquoi c'est intéressant de mettre en avant cette notion de congruence? Parce que la congruence, elle aligne ce qu'on pense avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait. Je ne vais pas vous poser la question, ce serait pas sympa de dire combien de fois vous avez entendu un leader, d'accord, avoir un discours et faire l'exact opposé. Quasiment tout le temps, en fait. D'accord ? Si je mets des limites sur la version et le verbe de Jack, d'accord, je comprends mieux mes limites, je peux envisager de demander de l'aide aussi. Hein, c'est interdit qu'on se met là dans nos barrières cognitives de demander de l'aide. Okay ? La congruence va nous permettre d'essayer de demander un peu plus d'aide. L'aspect fondamental, c'est plutôt rentrer en action, en définitive, avec la congruence. Pourquoi ? Parce que l'action, elle est libératrice. Pendant que je suis en train de faire des choses, pendant que j'agis, d'accord, je ne pense pas à ce que fait l'autre. Je suis focus sur ce que j'ai besoin de faire. Okay ? Et puis peut-être qu'en prenant confiance, je vais arriver à transgresser un petit peu mes limites et donc apprendre et évoluer. Il y a Mélanie ce matin, si vous étiez à la keynote de départ, là, qui mettait en avant quelque chose de très intéressant. En définitive, c'était la transparence. Okay ? Si je transgresse mes limites, si j'apprends, j'évolue, je nourris quoi? Je nourris les piliers de l'empirisme, qui est si cher à notre agilité.
C'est quoi les 3 piliers de l'empirisme? La transparence, l'inspection, l'adaptation. Okay. Je pose des questions à mes équipes. Bon, vous faites combien de mêlées le matin pour être très opérationnel? Ah bon, on en fait une par semaine. Et elle dure combien de temps? Elle dure 15 minutes, comme une mêlée. Alors on revient, on répète là. Une mêlée, c'est censé être quotidien. C'est pour ça que ça dure 15 minutes. Si tu n'en fais qu'une de 15 minutes par semaine, est-ce que tu es capable de régler des problèmes? Je ne crois pas. Donc là, on commence à détériorer notre pilier de la transparence et de l'empirisme pour montrer ce qu'on fait. Okay. Si je fais pas de rétrospective, oh non, les rétrospectives, ça nous saoule. J'ai pas envie d'en faire, on a déjà fait, ça marche pas. Je m'inspecte pas. Je m'intro-inspecte pas. Pas de rétrospective, on nourrit pas le pilier de l'inspection. Pas possible. Je donne pas de transparence, je ne m'inspecte pas. Jack, il a tout compris. L'adaptation, ça va être compliqué, en définitive. Pour s'adapter à la situation, il faut quand même se poser un minimum de questions. Si je ne m'adapte pas, je n'évolue pas, je n'apprends pas. Comment peut-on détériorer les piliers de l'empirisme agile? C'est ne pas faire preuve de congruence, en définitive. Un autre exemple vécu, toujours pareil, sur la mêlée. J'attends un retour des pilotes système. OK, cool, super. Ah moi j'attends mes accès, je les ai pas encore. Ah ouais, cool, super. Moi j'attends les travaux de l'analyste. OK, cool, super. Bon, moi je vous attends en fait. Vous pouvez aller au bureau tous les jours, regarder votre montre et attendre que votre vie, elle passe devant vous. Vous pouvez faire comme Jack Sparrow, d'accord? Quand le bateau coule, essayez de trouver un quai pour remettre de l'action dans votre quotidien. L'action est libératrice. Faites preuve de congruence. Et puis, ça peut se résumer comme ça. Et là, j'avais envie de faire un clin d'œil quand même à notre Jean-Claude Duss national récemment parti, Michel Blanc. Oubliez que vous n'avez aucune chance. Allez-y, foncez. D'accord? Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas très grave. On va nourrir le pilier de l'empirisme, en définitive. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre de l'expérience qu'on va vivre. Donc, oubliez que vous êtes prêt, allez-y, foncez. Et puis, sur un malentendu, ça peut marcher. Autre élément qui peut être vraiment intéressant, et là, je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est Sideways. À la dérive, en traduction un peu franco-québécoise, 2 protagonistes, les 2 meilleurs amis du monde, Jack et Miles. Jack, c'est le beau gosse. Pour lui, tout est facile, il a du succès avec les femmes, tout est simple, il a un bon boulot, il gagne de l'argent, c'est magnifique. D'accord? Miles, il se pose plus de questions déjà. Pas très beau gosse, pas très à l'aise avec les femmes, il manque de confiance, et puis un jour, il rencontre quelqu'un. C'est quand même cool. Qu'est-ce qu'on met en avant ici? Le meilleur ami, il va vouloir aider son copain. C'est normal. Hein, c'est pour ça qu'on est amis. C'est parce que je veux t'aider. D'accord? Donc, Jack, il essaye de comprendre Miles. Il dit, tu sais, tu pourrais faire comme ci, tu pourrais faire comme ça. Là encore, on fonctionne par paire. Là encore, on fonctionne par paire. On a un besoin de sécurité, de stabilité, de projection, si on n'a pas trop confiance en nous. Et puis, si on est plutôt exacerbé, on peut avoir un besoin de découverte, d'apprentissage, de renouvellement. Alors là, je vous pose la question. Miles, il a envie de plaire à cette petite femme, d'accord? Et puis Jack, il a envie de l'aider, donc il lui dit, vas-y, c'est facile pourtant, regarde, tu pourrais faire comme ça. Si Jack fait alliance avec Miles, qu'est-ce qui lui reste? La partie qui ne veut pas changer. Et donc, Miles va renforcer
son besoin de sécurité, de stabilité, de protection. Le coach agile se doit, dans sa posture, de mettre son équipe en difficulté pour qu'elle aille chercher l'autre versant de la sécurité. Là, vous allez me dire, ah ouais, c'est un peu de la psychologie inversée. Absolument. Absolument. Sideways est un film extrêmement puissant parce qu'il nous permet de nous aguerrir dans cette notion hyper importante qui est l'ambivalence du changement. Alors, je vais l'expliciter un peu plus quand même. Si je sollicite principalement la partie qui veut changer, d'accord, qu'est-ce que je vais nourrir? Ben, l'autre va prendre soin de la partie qui ne veut pas changer. Et je continue à actionner les leviers de la résistance au changement. Si en revanche, j'arrive à sécuriser la partie qui ne veut pas changer chez mon pote, qu'est-ce qui va lui rester? Celle de la découverte, de la motivation. On va briser les barrières de la motivation. Et donc, on va s'engager vers du changement, en définitive. L'ambivalence du changement, qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça génère en termes de sentiments? Si je fais alliance avec la partie qui ne veut pas changer, je vais générer quoi? Du soulagement, de la reconnaissance, de la sécurité, de la confiance. Okay? Les besoins qui s'expriment, ben, je me découvre. Donc se découvrir, découvrir d'autres choses. D'accord? Se motiver, progresser, apprendre. On en revient sur le pilier de l'empirisme, l'apprentissage. Si je fais alliance avec la partie qui veut changer, malheureusement, je continue à garder l'individu dans sa léthargie psychologique, j'alimente le doute, j'alimente les inquiétudes, j'alimente l'insécurité. Je crée un sentiment de protection, d'inertie, et il aura besoin de se réassurer. Nous, coachs, on est plein de bonne volonté. On veut aider les gens. Souvent, malheureusement, on oublie l'ambivalence du changement. Et on va malheureusement, avec notre bonne volonté, continuer à attiser les braises de la résistance plutôt que d'engager les gens vers la découverte et l'apprentissage. Sideways est très puissant pour ça. Ah oui, Jack, tu avais quelque chose à nous dire. Ah oui, c'est vrai, tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or. Absolument. On parle d'amis, on parle de relations. Tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or. En effet, on vient de briser les barrières de la motivation de Miles. Il peut se redécouvrir, il peut se réengager. Ça, c'est une notion qui est mise en avant par Eric Berne à travers les 3 besoins fondamentaux de l'être humain. Besoin de structure. Alors la structure, ce n'est pas la maison avec la charpente. Non, c'est la structure organisationnelle. Okay? Besoin de reconnaissance, parce qu'on est des êtres humains, et puis que des fois, être valorisé, c'est toujours bon. Et surtout, besoin de motivation, comme on vient de le voir. Okay? Comment on peut aller plus loin? L'idée, c'est vraiment d'apprécier la vraie nature du problème et de le résoudre ensemble. Tout simplement. Pour briser les barrières de la motivation, je vais vous prendre un exemple concret. J'ai une jeune femme qui rentre dans mon bureau. Elle porte des lunettes noires, elle est couverte de bleu. J'appuie sur mon interphone et je dis à ma secrétaire, plus de rendez-vous pour la journée. C'est fini, je ne prends plus de rendez-vous. Je dois, évidemment, vous l'avez compris, cette femme est battue par son mari. Je ne vais pas régler le problème en 5 minutes. Ok ? J'ai besoin de prendre la journée avec elle pour essayer de briser les barrières de la motivation, pour aller dans le fond du problème et pour aller vers la reconstruction. Arrêtez de croire qu'avec une rencontre de 30 minutes, vous allez régler des problèmes complexes dans un projet qui va mal. Ça ne fonctionnera pas. Essayez plutôt de prendre le temps qu'il faut pour briser les barrières de la motivation et de repartir vers des vraies solutions qui répondent aux problèmes. Un autre film, iRobot.
Alors ouais, c'est super, ouais, Will Smith, le baffeur en série, vous savez, là, dans la série des Oscars. Hein, il a perdu toute crédibilité ce jour-là. Hein. Il faisait des capsules vidéo, ouais, je suis coach de vie, machin, faites comme ça les gens. Bon, raté, raté Will. C'est pas Will Smith qui nous intéresse. Le vrai héros de l'histoire, c'est Sony l'Android, en définitive. Pourquoi ? Sony, il est face à un vrai dilemme. Je refais un petit peu la genèse du film, d'accord ? La situation de départ, une des connaissances de Will Smith qui lui avait réparé le bras, un grand professeur, d'accord, est mort et présumé d'un suicide, en définitive. Il s'avère qu'en menant l'enquête, c'est potentiellement le robot Sony, d'accord, qui l'aurait jeté par la fenêtre. Sony est face à un vrai dilemme. Son dilemme, c'est quoi ? Il a reçu un ordre de son maître par rapport à sa programmation. D'accord ? S'il bafoue cet ordre, il est obligé de se détruire. S'il respecte l'ordre, il est obligé de tuer son maître. Sony, il vit pendant presque 2 heures dans la double contrainte. Ce film, iRobot, est formidable parce que c'est l'apologie de la double contrainte. Si vous regardez ce film avec une lecture managériale, vous allez voir la puissance du personnage, d'accord, et de l'anti-héros qui n'est pas celui qu'on croit, en définitive. La double contrainte, c'est quoi ? C'est une situation dans laquelle une personne est soumise à 2 contraintes ou pressions, d'accord, contradictoires et inconfortables. Et ça génère du stress, de l'anxiété. Je vais prendre des exemples. Message de mon manager. « Hé les gars, j'ai une super idée. Demain, on passe à l'agile. » Oh punaise, comment on fait ? Pourquoi ? Parce qu'en plus, il ne faut pas pénaliser la prod. Ça génère du stress, ça génère de l'anxiété. OK ? Message subliminal paradoxal, message implicite de « soyez autonome, obéissez-moi », message explicite « décidez par vous-même ». Double contrainte, ça peut générer de stress, de l'anxiété chez les individus, surtout si ce genre de message est répété plusieurs fois, systématiquement. Alors là, on peut en avoir toute une série. Hein. Voilà. On veut que je sois responsable, d'accord ? Mais je ne fixe pas les moyens ni les délais. Compliqué. On veut que je sois un leader, mais je ne décide pas du plan stratégique. Un leader au sens, j'ai une position dans l'organisation. On veut que je sois bon manager, je ne suis pas évalué dessus. On veut que je crée du collectif, de la coopération, mais les moyens de rétribution sont individuels. D'accord ? On veut que je fasse preuve de créativité, mais je dois respecter les normes, les processus. Comment on fait ? On est baigné par la double contrainte. On est baigné par les messages paradoxaux, systématiquement. Alors j'avais du budget, là, les effets spéciaux, ils arrivent un peu en retard. Je n'avais pas le budget nécessaire. Évitez les messages paradoxaux, s'il vous plaît. Faites un effort, d'accord ? Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Ce sera cool, ça évitera de piéger les gens. Évitez la double contrainte. Joker, formidable. Hein ? Surtout celui de 2019. Le dernier, certains peuvent aimer, d'autres pas, c'est assez clivant. Ce n'est pas le Joker qui va nous intéresser là, c'est les Jokers. Les Jokers, ils sont comme l'agilité en définitive. Ils évoluent au fil du temps. Le premier Joker, César Romero, qui portait le nom de Joker, d'accord ? C'est plutôt le clown farceur, hein, à l'humour psychédélique. Mais il correspond aux années 60 et à ce qu'on attend de voir à la télé dans les années 60. Si on avance un peu dans le temps, 1989, l'énorme Jack Nicholson qui joue le Joker, Jack Napier, c'est plutôt le reflet du gangster. Voilà. Les bons contre les méchants, en définitive. Ça reflète son temps aussi quand même pas mal. L'ultime Joker, celui qui nous a embarqué dans le coaching, en définitive, hein, avec Jack Sparrow, enfin celui qui m'a embarqué dans le coaching avec Jack Sparrow quand même,
Heath Ledger, l'anarchiste. Alors, il est vraiment intéressant, hein, parce que si vous le mettez sur le modèle cinéphile, Heath Ledger, il est dans le chaotique, lui. Hein, il n'est pas dans le simple, il n'est pas dans le compliqué, il n'est pas dans le complexe, il est dans le chaotique. Il est au milieu. OK ? Comment, en s'interrogeant sur l'aspect chaotique, on peut revenir justement à la complexité et au chaos? C'est une super logique, une super relation qu'il faut avoir avec ce personnage-là, en définitive. Le dernier, que beaucoup pensent un peu raté, en fait, c'est l'obsessionnel. Il est obsédé par Harley Quinn, tout simplement, hein, et il est obsédé par aider Harley Quinn. Lui, il a poussé, en définitive, la relation qu'il avait, comme Miles et Jack, avec Harley Quinn à son paroxysme, jusqu'à en devenir obsédé. Okay. Il est stylé, plutôt esthétique. Il correspond à son temps, hein, les années 2000, où ce qui nous intéresse, ben, c'est plutôt l'apparence que vraiment le fond, en définitive. Et enfin, Joaquin Phoenix, qui joue Arthur Fleck, l'aliéné, le mésadapté socialement, celui qui va descendre dans les bas-fonds et commencer à devenir un véritable psychopathe. L'agilité, elle évolue. Alors l'agilité, elle ne fait pas de mal, hein, comme eux, évidemment. C'est pas une psychopathe, en définitive. Mais l'agilité, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. D'accord ? J'aime bien cette phrase du Joker. À un moment donné, c'est intéressant quand on arrête de regarder s'il y a des monstres sous le lit et quand on s'interroge en se disant que les vrais monstres, ils sont à l'intérieur de nous. Ce n'est pas l'agilité qui fait mal aux organisations, c'est les gens qui la mettent en place ou qui essayent de la mettre en place. Je terminerai là-dessus. D'accord ? Que ce jour reste à jamais gravé dans vos mémoires comme celui où vous avez failli capter, d'accord, le capitaine Jack Sparrow, notamment par rapport à son coaching agile. Merci. Il y a des questions ? Pas de questions ? Parfait. Ouais, faut digérer, hein. Merci, Karl. Merci beaucoup, Mathieu. On applaudit encore Mathieu Vernet, s'il vous plaît. Hey, on était stressés un matin. On pensait qu'on avait perdu le contrôle de la journée. 11h34, on a bien du temps. Ça va être l'heure du lunch qui va être plus longue qu'on pensait. On pensait l'écourter, donc pas de stress. L'heure du dîner, vous aurez droit à votre boîte à lunch, une boisson à échanger ici même contre vos coupons, mais vous devez avoir votre cocarde. Donc, ce matin, je sais que c'était très chargé à la réception. Si vous n'avez pas eu le temps de récupérer votre cocarde, ça va vous la prendre pour avoir votre coupon. Si vous avez déclaré des allergies ou encore un régime particulier, il y a une table identifiée pour vous spécialement à l'arrière pour les allergies. Afin de limiter l'impact environnemental cette année, Agile Québec, La Cage et Expo-Cité ont mis à votre disposition des boîtes de repas qui sont réutilisables. Alors, s'il vous plaît, à la fin de votre repas, je vous invite à vous diriger vers l'espace de tri identifié pour déposer vos différents contenants, s'il vous plaît, pour qu'ils soient lavés et réutilisés. On va se revoir autour de 12h45 pour une intervention de notre partenaire Centraide. Je vous souhaite une bonne pause, un bon appétit. À tout à l'heure.